Bonjour à tous, je suis Blaise Nicolet, responsable du développement chez Pergame. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire qui est consacré à notre expertise obligataire et plus particulièrement au fonds daté Oblig Impact 2029. Alors, je suis aujourd'hui accompagné d'Alexandre Chercy. Ravi de vous retrouver. Bonjour Blaise. Et Alexandre est le co-head de la gestion chez nous et responsable de la gestion obligataire et gérant du fonds Oblig Impact 2029 dont nous allons vous parler. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite minute revendication syndicale, mais je vous rappelle que Pergame est une société de gestion complètement indépendante. On est une des plus vieilles sociétés de gestion indépendantes françaises, puisque la création de Pergame, c'est 2001. Et il me semble que dans cet univers de 700 sociétés de gestion, il en reste encore quelques dizaines complètement indépendantes et on fait partie des 5 ou 6 les plus anciennes, les plus historiques. Et donc, bien sûr, j'en appelle toujours à votre volonté de maintenir cette indépendance, de nous aider à la maintenir. Vous êtes, vous aussi, pour beaucoup d'entre vous, des indépendants. Et le savoir-faire qu'on a développé depuis 25 ans, on le met bien sûr à votre service et on a la volonté de continuer à le faire en tant qu'indépendant. Et je pense que c'est toujours important de le rappeler. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous parler ce matin d'un fonds obligataire daté, comme vous le voyez, qui est un fonds daté 2029. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est vrai que cette classe d'actifs fixed income obligataire est une classe d'actifs sur laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est une classe d'actifs que j'aime beaucoup par son côté contractuel. Ce n'est pas du tout pour opposer les classes d'actifs entre elles, mais je vous rappelle qu'une obligation, c'est un contrat avec un émetteur, une durée, un taux. Et pour ainsi dire, le chemin est plutôt bien balisé pour les clients. Et il me semble que baliser le chemin pour les clients, notamment lorsqu'on parle de clients privés, c'est-à-dire apporter de la visibilité sur un rendement, sur un horizon d'investissement, c'est quelque chose qui coche des très bonnes cases, bien évidemment, pour vos clients. Alors, ce fonds daté, on va surtout s'attarder à ses caractéristiques en termes de durabilité, puisque c'est un fonds article 9 et on va vous expliquer tout ça. Mais tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à aujourd'hui sur les fonds datés est également vrai pour Oblig Impact 2029, qui bien évidemment présente exactement les mêmes caractéristiques, mais sa particularité, c'est effectivement cet aspect de durabilité et cette nomenclature article 9 qui le singularise dans un univers aujourd'hui de fonds datés qui sont assez nombreux à votre disposition, puisqu'il y a, me semble-t-il, une quarantaine de fonds datés qui sont ouverts et sur lesquels vous pouvez positionner vos clients. Et tout l'objet des minutes qu'on va passer ensemble, on va essayer d'être succinct, d'être synthétique comme on a l'habitude de le faire, mais ce sera de vous montrer que finalement, répondre à des objectifs de durabilité ne se fait pas au détriment de la qualité et de la performance. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bien évidemment, vous n'hésitez pas dans la fenêtre questions en bas à droite à poser les questions que vous avez envie de nous poser, tout simplement. Je pense qu'on y répondra peut-être au fil de l'eau et me semble-t-il, il sera plus judicieux de le faire en fin de présentation. Voilà, ben Alexandre, je te laisse enchaîner. Merci Blaise. Alors tout de suite, un point de marché sur les taux et le marché mondial des obligations. Et le point majeur de cette année, eh bien, c'est la dissociation entre la Fed et la BCE. Alors la Fed, elle maintient ses taux. J'ai l'impression de revivre l'histoire où on dit qu'elle va les baisser tout le temps dans 6 mois, et ça fait déjà 6 mois que ça dure. Donc aujourd'hui, le marché s'attend à une baisse, on vient de repousser pour décembre, mais ça semble être, en tout cas c'est notre scénario, mais rien n'est moins sûr que ce soit encore retardé. Et alors, une fois n'est pas coutume, c'est la BCE qui est cette fois-ci leader sur la politique monétaire, vu qu'elle a baissé ses taux déjà plusieurs fois cette année. Elle devrait faire une pause désormais, mais on attend encore entre 1 et 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. La prochaine devrait sans doute avoir lieu en septembre. Et donc, qui dit baisse de taux, notamment en Europe, dit soutien pour le marché obligataire et donc performance pour vos clients. Alors, on a vu les banques centrales. Regardons tout de suite la forme de la courbe des taux.
on était sur une courbe des taux inversée suite au Covid, c'est-à-dire que le court terme rémunérait plus que le long terme. Et la courbe s'est repentifiée, c'est-à-dire que le long terme rémunère plus, les investisseurs demandent plus de rémunération que le court terme, et donc crée de la pente. C'est ce que l'on voit sur le graphique en bas à gauche, où on a une pente de l'ordre de 60 points de base entre le 10 ans allemand et le 2 ans allemand. La pente sur la courbe des taux, eh bien, ça permet d'escompter de la performance future, et on verra par la suite comment on se positionne, nous, pour essayer justement de surfer cette courbe et de réaliser de la performance pour vos clients. Alors, Oblig Impact 2029, c'est un fonds avant tout crédit. Donc, qui dit crédit dit risque de crédit. Et alors, le risque de crédit, c'est assez simple. Il suffit d'analyser si est-ce que je suis rémunéré pour le risque pris. Donc, vous voyez que les indices qui traduisent ce risque, les iTraxx Main et Crossover, qui représentent respectivement le marché investment grade et high yield, sont sur des niveaux, j'ai envie de dire, normatifs, pré-Covid, où on est correctement rémunéré par rapport au risque pris. Pour mémoire, depuis le Covid, les bilans se sont déleveragés, les marges ont été restaurées et les entreprises ont fait croître leur chiffre d'affaires, mais aussi leurs résultats. Donc, la capacité de remboursement s'est améliorée. On a vu sur la courbe des taux des emprunts d'État qu'il y avait de la pente. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on rajoute de la pente à la pente avec le spread des obligations d'entreprise qui elle-même présente une courbe normative, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez la courbe des emprunts d'État. Là-dessus, les investisseurs demandent une prime pour les obligations d'entreprise qui elle-même présente une courbe qui présente de la pente. Donc, on escompte encore plus de performance en allant sur les obligations d'entreprise par rapport aux obligations d'État. Autrement dit, aller sur le segment corporate aujourd'hui et sur la zone 3-5A, comme on l'a illustré sur le graphique en bas à gauche, présente beaucoup de sens. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes investisseur obligataire, vous êtes véritablement rémunéré pour le risque que vous prenez, à contrario d'autres classes d'actifs où parfois vous payez pour du risque. Là, c'est vous qui êtes payé pour du risque. Pour illustrer tout ce propos, aujourd'hui, les agences de notation, Moody's, S&P, attendent des défauts sur le marché du haut rendement de l'ordre de 2 à 3%. Donc, c'est statistiquement assez faible et personnellement, je n'ai jamais eu de défaut dans le portefeuille, donc c'est toujours mieux. Et le troisième point, c'est que le fonds Oblig Impact 2029, il a une poche à yield qui est aujourd'hui de l'ordre de 35% et cantonné au maximum à 40%. Ce qui veut dire que statistiquement, c'est quand même assez peu probable d'avoir un défaut. Et aujourd'hui, encore une fois, on est correctement, voire on est bien rémunéré pour le risque que l'on embarque au regard de la qualité des fondamentaux des entreprises. Alors, Oblig Impact 2029, il s'appelle Impact. C'est un fonds qui a une vocation durable et donc était normal justement de s'arrêter quelques instants sur cet aspect d'aide durable qui peut paraître un peu mystérieux pour certains de nos partenaires et investisseurs. Alors, le marché de la dette durable, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a quatre grandes familles qui sont les green bonds que vous connaissez tous, où on finance un projet vert. Donc, typiquement, ça va être un champ d'éoliennes fait par Iberdrola dans l'ouest de la France. On a d'ailleurs une de nos analystes qui a été vérifié que les éoliennes existaient bien et que le vent soufflait et produisait de l'électricité verte. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bien le cas. On était ravis de cette conclusion. Deuxièmement, ce sont les social bonds. Donc, typiquement, ce sont des obligations qui vont avoir pour vocation à favoriser l'intégration de des jeunes en difficulté. Ça va être favoriser l'insertion sociale d'une autre population. Donc, qui a une vocation sociale de favoriser la diversité dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose qui a cet objet social dans le prospectus, dans l'obligation.
Et enfin, les Sustainable Bonds sont des obligations qui vont avoir à la fois un impact social et environnemental. On combine le meilleur des deux mondes. Et enfin, le dernier pan, qui sont les SLB, Sustainable Linked Bonds, où là, en fait, on n'est pas au niveau de l'obligation, on est au niveau de l'émetteur, de l'entreprise, qui va dire, je finance, je lève des capitaux avec pour objectif, par exemple, de réduire l'émission de gaz à effet de serre de l'ordre de 10, 15, 20%. Donc, vraiment, on change de niveau et tout de suite, on va vous l'illustrer avec un schéma. Et ce qui est intéressant pour faire une petite parenthèse et permettre à Alexandre de boire une goutte de café, voilà, c'est que me semble-t-il, quand on a ce besoin qui est exprimé par un client de donner du sens à son épargne, je trouve que la classe d'actifs obligataires et l'ensemble de ces obligations qu'on vient de vous présenter répondent parfaitement à cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a une traçabilité, il y a un aspect extrêmement concret des projets que vous financez. Tout ça est monitoré et tamponné, validé, vérifié. Et pour ceux qui cherchent véritablement à donner du sens à leur épargne, plutôt que de le faire au travers d'autres véhicules d'investissement, en actions par exemple, la classe d'actifs obligataires, me semble-t-il, répond le mieux à ce besoin exprimé par de plus en plus de clients finalement. Alors, c'est un point majeur qui est quel est finalement l'impact, l'engagement entre le monde obligataire et le monde action, equity. Quand on est actionnaire, on va pouvoir infléchir la stratégie d'entreprise lors des AG par un vote. Mais c'est quelque chose qui est compliqué, qui est moins tangible avec le dépôt de résolution. Quand on est porteur obligataire, et notamment d'un projet vert, eh bien, l'obligation finance directement, encore une fois, le champ d'éolien. C'est-à-dire que l'entreprise lève des capitaux, il y a un fléchage de l'épargne, le fameux use of proceeds, et donc il y a un lien qui est direct, immédiat, mécanique entre votre investissement et l'impact sur la planète. Et c'est aujourd'hui, investir dans le fonds Oblig Impact 2029 permet, c'est la courroie de transmission entre justement votre investissement et justement l'impact sur la planète. Donc, c'est ça, les use of proceeds, c'est-à-dire que c'est contractuel, c'est dans la documentation juridique de l'obligation, et plus que de l'écrire, la confiance n'excluant pas le contrôle, il y a un tiers justement qui vient vérifier à intervalles réguliers que les capitaux qui ont été levés sont bien affectés au projet auquel ils étaient destinés. Dans le deuxième monde, les SLB, donc là, on est au niveau, je le rappelle, de l'émetteur, où l'émetteur va dire, eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai tant de gaz à effet de serre, je m'engage sur une trajectoire de réduction de telle base et on va regarder si on y arrive ou pas, mais on est au niveau de l'entreprise. Donc, ça se rapproche plus un peu plus on va dire, de la philosophie action que de la philosophie directement pour le lien mécanique des use of proceeds. Alors, on a quand même un peu de coercition dans cet aspect-là, vu que si l'entreprise n'arrive pas à atteindre ses objectifs sur lesquels il s'est engagé, eh bien, le coupon de l'obligation, donc sa rémunération, va augmenter au bénéfice de l'investisseur. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va être content, c'est-à-dire performance financière, extra-financière, soit il y arrive et eh bien, on a contribué de manière directe et importante à l'amélioration de notre environnement, soit il n'y arrive pas, eh bien, il va avoir une sanction financière et l'investisseur aura mécaniquement plus d'argent à la fin de la période. Donc, il y a quelque chose qui est assez incitatif. On va passer rapidement, mais quand vous pourrez étudier cette présentation, on a voulu faire un effort justement pédagogique pour être très clair entre les use of proceeds, les SLB, et c'est important de bien comprendre dans quoi on investit et le lien que l'on a sur l'environnement. Alors, le marché de la dette durable, c'est un marché qui est tout sauf confidentiel. Aujourd'hui, ça a plus de doublé dans les dernières années. C'est plus de 1800
milliards d'encours, et évidemment dominé par les green bonds qui représentent 70% des émissions, mais on va dire, c'est un tsunami et qui croît mois après mois, année après année, malgré, on va dire, quelques véhémences qu'on peut avoir parfois outre-Atlantique. Mais il n'y a plus de sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un marché qui croît, qui représente entre 25%, un tiers des émissions au niveau global obligataire et qui a vocation à se développer. Alors, en Europe, sans surprise, la France et l'Allemagne sont aux premières loges des émissions, et on voit même des acteurs qu'on n'aurait pas forcément identifiés comme tels au début, venant se présenter sur ce marché, comme l'Estonie. Quel est, par curiosité, quel est l'émetteur le plus important en France, en Europe, de ce type d'obligation durable? C'est une question justement très intéressante et qui pourrait peut-être vous surprendre. Premier émetteur mondial, eh bien, le podium est dominé par la Chine et les États-Unis. Donc, certains les présentent comme les plus gros pollueurs de la planète. Eh bien, le fait c'est qu'en termes d'émissions de green bond, aujourd'hui, ce sont ces deux marchés qui dominent le marché mondial. Donc, quelque chose qui ne semblait pas forcément naturel au premier abord. Et ça, je complète, c'est d'un point de vue communication avec vos clients, c'est un élément qui me semble-t-il, très important, c'est-à-dire tout cet ensemble de dispositifs de levée de fonds au travers de ces différentes obligations qu'on vient de voir ensemble. C'est un dispositif qui a vocation à pousser les acteurs qui ne sont pas très vertueux à l'être de plus en plus. Et finalement, ce sont ces acteurs-là qu'on doit conduire dans un chemin de durabilité plus fort, et pas forcément ceux qui sont déjà extrêmement vertueux et qui n'ont pas forcément besoin d'autant de capitaux et d'être accompagnés de la même façon. Donc, c'est exactement ce que vous faites en investissant dans ce fonds, c'est que vous participez à améliorer cet aspect durabilité chez beaucoup d'acteurs qui ne s'inscrivent pas forcément au global dans cet univers-là. C'est un point intéressant parce que cette vision, on va dire, statique, de regarder juste combien j'émets, c'était une vision très année 2000, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, en 2025, on est passé sur un ESG 2, voire 3.0, où il y a une vision justement qui est dynamique. Et le but, c'est justement de favoriser les acteurs vertueux qui s'améliorent mois après mois, plutôt que de prendre des acteurs qui sont déjà mécaniquement sur des situations de rente, comme tout ce qu'on peut avoir dans les économies de services. Alors, c'est bien joli tout ça, mais… Est-ce que ça rapporte quelque chose? Voilà. Est-ce qu'on va perdre de l'argent à finalement vouloir sauver la planète? Et c'est le point majeur, et on est très pragmatique sur le sujet. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on a une prime à aller sur les obligations vertes. Autrement dit, vous êtes plus rémunéré à aller sur une obligation verte que sur une obligation non verte. Encore autrement dit, vous avez une option gratuite à aller, un greenium, justement, à investir sur ce type de produit. Donc, investir dans OI29, c'est combiner performance financière et extra-financière. Ce sont deux jambes qui marchent côte à côte et justement qui permettent d'avoir ces deux impacts, non pas l'un au détriment de l'autre, comme ce pu être le cas il y a quelques temps, quelques années, mais justement l'un avec l'autre. Et ça, pour moi, ça vous permet d'accompagner finalement deux situations qui peuvent être des situations différentes que vous vivez. À la fois, la première situation, c'est la réponse à une demande d'un client, à un besoin exprimé par un client, comme je le disais tout à l'heure, de donner du sens à son épargne. Et ensuite, il y a vous et vos convictions, vous et l'opinion que vous pouvez vous faire de notre univers d'investissement. Et ces caractéristiques que vient de décrire Alexandre doivent vous permettre, si vous êtes convaincu, d'arriver à expliquer ça à vos clients, et particulièrement quand, en plus, on bénéficie d'une prime pour le faire. Entre nous, pour l'instant, on a eu peu de retours de clients qui disaient c'est sûr qu'à prix équivalent, rendement équivalent, je préfère faire du vert que du pas vert. Bien sûr. Donc, notre conclusion, c'est exactement de cette première partie, c'est investir dans l'obligation durable et dans OI29 en particulier. C'est aujourd'hui allier rendement financier
et responsabilité. C'est vraiment le message clé que l'on souhaitait partager avec vous. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bien sympa tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Alors, Oblig Impact 2029, c'est un fonds qui est buy and watch, c'est-à-dire qu'on va acheter, mais on ne va pas rester passif. On va regarder ce qui se passe. Regarder ce qui se passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer si j'ai une meilleure opportunité sur le marché. Dans ce cas-là, je peux arbitrer. Ou alors, si je perds confiance dans un émetteur, et là également, je peux arbitrer. C'est cette activité de trading qui permet de faire plus en termes de performance que notre rendement actuariel. Donc, on l'a lancé l'an dernier, en juin 2024, avec un objectif qu'on n'a pas changé, qui était de faire 5% net. Et sans déflorer le reste de la présentation, on a réalisé une performance sur un an de 6,80%. Du coup, il faut sortir? Du coup, il faut continuer à investir parce que, sans trahir de secret, on fait une belle année pour l'instant, quasiment 2,5 de performance depuis le début de l'année, et on devrait réaliser encore une belle deuxième moitié d'année de par la structure du marché, c'est-à-dire la convexité qu'offrent les obligations et cette fameuse glissade sur la pente des taux, des spreads, du vert, qui permet justement de réaliser, d'escompter de la performance future. Et donc, je pense qu'on devrait réaliser une performance encore au-delà de 5% net cette année. Et vous le verrez tout à l'heure dans les éléments de caractéristiques photographie du portefeuille, vous verrez qu'effectivement, il reste du carburant dans le moteur. Alors, c'est un fonds qui est bien noté, vu qu'on est noté en moyenne investment grade, triple B, avec une part yield qui est capée à 40%. Et aujourd'hui, je le rappelle, je ne l'utilise pas au maximum. Nous sommes à 35%. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et c'est vrai que dans cet univers fondaté, de beaucoup de fonds datés, finalement, que je décrivais tout à l'heure, puisqu'il y en a plusieurs dizaines, il y a une forme de concurrence au rendement, finalement, une forme d'affichage de rendement qui est assez malsaine, parce que au-delà du rendement, ce qu'il faut, c'est soulever le capot et regarder véritablement la nature du risque que vous portez. Et tout ça passe bien évidemment par l'analyse du rating des portefeuilles. Et tout le monde peut faire un fonds daté qui va rémunérer 10%. Tout le monde peut le faire. Voilà, c'est un choix. C'est est-ce que j'ai envie de porter beaucoup de triple C et de simple B en portefeuille, c'est-à-dire un risque de crédit très élevé, ou est-ce que finalement j'ai plutôt envie de traverser l'été et les mois qui viennent avec beaucoup plus de sérénité. Et ça, c'est un positionnement qui est celui qu'on a adopté avec une notation moyenne qui est investment grade dans le portefeuille et pas de position sur de triple C et des positions simple B qui sont extrêmement marginales et un cap, comme le rappelait Alexandre, sur la poche AI. L'autre facteur protecteur du fonds, c'est qu'il est article 9. Donc, il y a une analyse ESG qui est très fouillée, détaillée, documentée, qui fait que mécaniquement, ça donne un filtre d'analyse supplémentaire et ce qui est de nature protecteur pour l'investisseur, vu que ça va nous, en rentrant de plus en détail, on va dire, dans les comptes et l'analyse et la gouvernance, l'analyse stratégique de la société, on évite mécaniquement les canards boiteux. Alors, notre process de gestion, on a un univers global qui représente, on va arrondir, 3000 titres. On le passe aux fourches codines de l'ESG avec une batterie de plus de 100 critères qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et il va en ressortir un univers éligible, durable, d'obligations qui va représenter à peu près un tiers de cet univers de départ. Ça va être notre terrain de jeu. Là-dessus, on va faire notre analyse classique, c'est-à-dire est-ce que je suis confort avec l'émetteur? Pas. Ce qui va me rembourser, il ne va pas me rembourser. Et est-ce que l'obligation est chère ou pas chère? Et en fonction de ça, on va construire un portefeuille qui est aujourd'hui constitué autour d'une cinquantaine de lignes, ce qui permet d'exprimer des convictions, mais également d'être bien diversifié, d'être résilient. Et c'est un portefeuille qui va vivre sa vie après avec les différents arbitrages que je vais réaliser au fur et à mesure, par exemple des émissions primaires, des dislocations de marché. Et donc, quand on a des petits épisodes de volatilité, c'est une chance pour nous parce que ça nous permet d'aller capter des primes de rendement supplémentaires en réalisant des arbitrages dans le portefeuille.
Alors, notre process ESG, il n'est pas basé uniquement sur les 3 piliers que sont le E, l'environnement, le S, le social, et le G, la gouvernance. On a rajouté un peu de saveur en rajoutant le pilier sociétal dans notre analyse pour justement avoir une approche vraiment à 360 degrés des émetteurs, des émissions et de s'inscrire dans un projet global de société à travers l'impact que peut avoir ce fonds justement sur notre quotidien et sur les projets que mènent les émetteurs et de manière directe à travers vos financements que l'on déploie dans le fonds. Photo aujourd'hui du portefeuille, donc un rendement actuariel brut de l'ordre de 4,5%, notation moyenne triple B, on l'a dit, une pareille yield inférieure à 35%, aujourd'hui à 33%, donc il y a une possibilité de la renforcer si on venait à avoir un petit peu chaud cet été. Je ne vous cache pas que je trouve le marché du high yield un petit peu cher dans son ensemble, mais on trouve des très belles histoires. Il y a vraiment une approche bottom-up que l'on déploie à travers ce fonds, c'est-à-dire qu'on achète autant sur le marché de l'IG, on peut acheter le marché dans son ensemble, c'est assez homogène. Autant dans le high yield, il y a un vrai travail de sélection, de bons pickers des dossiers qui offrent du rendement, de la visibilité, un management de qualité et on est confiant sur la capacité de remboursement des émetteurs. Une répartition par secteur qui est assez bien diversifiée. Alors, certains opposent aux gérants obligataires. Ah, il y a beaucoup de financières. Ça tombe bien, nous, on l'a cantonné, on est autour de 10% aujourd'hui pour plusieurs raisons. On arrive à trouver mieux ailleurs. Souvent, les financières sont un peu plus volatiles en période de stress. Et donc, on n'a pas besoin de gonfler. Et parfois, on nous rajoute du risque au risque en investissant sur les financières. Aujourd'hui, on a un fonds justement qui est un peu loin de cela. On a une poche autour de 10%, donc totalement cantonné, maîtrisé, et qui ne nuit pas au rendement, vu que offrir sur du 2029, donc aujourd'hui du 4 ans, un rendement de l'ordre de 4,5, en termes de veille concurrentielle, que ce soit aussi bien de l'assurance vie que du DAT, que nos confrères, on ressort plutôt pas mal en relatif. En termes de géographie, donc une prédominance de la France. On a lancé le fonds pour mémoire au moment de la première, en tout cas de la dernière dissolution. Il y avait un stress réel sur la France qui nous a permis donc jusqu'à preuve du contraire, la France n'a pas encore fait défaut et ça nous a permis d'investir sur des primes de risque, sur des spreads qui s'étaient écartés. Et donc, on a été très pragmatique. On a déployé petit à petit le capital sur cette zone principalement qui, je le rappelle, aujourd'hui, la France peut rémunérer plus que l'Espagne, que le Portugal, que l'Italie, que la Grèce. Autrement dit, on a une perception des marchés qui fait que, vu de notre point de vue domestique, je pense qu'on est un peu jugé de manière un peu sévère. Donc, ce n'est pas un positionnement structurel, c'est un positionnement conjoncturel. Si la situation venait à évoluer, c'est quelque chose qui pourrait évoluer, mais en tout cas, le fait est, c'est que je vois de la valeur sur cette zone aujourd'hui. Et c'est une bonne illustration de ce volet très pragmatique qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, c'est que effectivement, certes, c'est un fonds daté, donc un fonds qui est buy and hold, mais on n'est pas les deux pieds dans le même sabot. On ne va pas porter une obligation qui va partir en défaut ou qui est en difficulté pour le plaisir de la porter jusqu'au bout. On a une approche qui est véritablement pragmatique. Ce taux de rendement actuariel est quand même une lumière au bout du tunnel que vous devez avoir en tête, puisque c'est quand même un univers de performance que vous allez aller chercher. Mais si on peut trouver des pick-up de rendement au fil de l'eau, on ne se privera pas, bien évidemment, de les attraper au passage. Bon, le juge de paix, au final, après toutes ces présentations, c'est la performance. C'est la performance, bien sûr. Ouais. La performance, et pour l'instant, on a trouvé la lumière au bout du tunnel. On espère la trouver encore jusqu'en 2029, mais bon, vous pouvez constater, on est ravis de pouvoir enfin communiquer sur notre chemin de performance qui est somme toute assez linéaire et
réalisent une performance qui est supérieure, encore je le rappelle, à notre taux de rendement actuariel, de par notre activité de trading, notre dynamisme, notre capacité à les saisir des opportunités là où elles sont, et puis le positionnement marché sur la course, sur cette zone 4 ans, qui présente de la pente et qui permet d'avoir une performance qui est somme toute sympathique. Alors évidemment, il y a parfois un peu plus de volatilité, comme on a en mars, avril cette année. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un délai de recouvrement qui est extrêmement rapide et que ça constitue des points d'entrée intéressants pour les investisseurs, soit qui ne sont pas déjà positionnés, soit qui en ont un peu, qui ont mis un doigt et puis qui sont prêts à mettre la main dans le fond pour réaliser une performance financière et extra-financière. Il peut y avoir effectivement un peu de volatilité, comme le rappelait Alexandre. Néanmoins, je vous rappelle que dans cet univers de fonds datés, donc de gestion buy and hold, ce que vous allez perdre à court terme, vous le récupérez dans la durée et cela se traduit par un taux actuariel qui remonte quand le prix des obligations baisse. Et c'est la matérialisation de la récupération de ce qui a été perdu au fil de l'eau. Et ça se matérialise tout simplement avec un taux de rendement qui est plus élevé. Donc, c'est pour ça que vous avez, comme dans tout fonds daté d'ailleurs, mais ce côté extrêmement rassurant de jeu de vases communicants entre la valeur liquidative et le rendement actuariel embarqué. Et donc, c'est un point intéressant, ce fonds daté, à maturité fondante, donc 2029, où plus le temps passe, plus le fonds, moins le fonds va être volatile, plus on a de la visibilité, de la certitude sur la perf quasiment quotidienne. Et donc, c'est quelque chose qui suit son chemin de manière assez agréable, je vous l'avoue, en gestion. Caractéristiques ESG du portefeuille. Alors, vous voyez qu'on est mieux, comme le montre l'araignée, sur l'ensemble de nos indicateurs par rapport à notre indice de référence. Évidemment, on tient un reporting dédié à disposition et on sera ravis de vous le communiquer de manière ad hoc en fonction de vos besoins et de ceux de vos clients. Une étude de cas, donc on était très content d'avoir pu faire un événement commun avec Valeo, qui est au cœur de la transition énergétique, vu qu'il fournit je rappelle, c'est un équipementier automobile, et aujourd'hui, avec l'événement de la voiture électrique, la clé pour ce type d'acteur, c'est alléger le véhicule, donc faire des pièces qui pèsent moins lourd pour mécaniquement consommer moins d'énergie. Alors, Valeo, je le rappelle, émet des gaz à effet de serre sur 3 scopes. Le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Je vous passe les deux premiers. Le scope 3, ce sont les parties prenantes, les externalités. Et aujourd'hui, ce scope 3, qui est assez compliqué à analyser, représente 75% des émissions de gaz à effet de serre de Valeo. Et justement, c'est là-dessus que l'entreprise va se positionner à travers ces Green Bonds pour améliorer justement son scope 3 et réduire de manière concrète ces gaz à effet de serre. Donc, c'est l'entreprise a aujourd'hui 2 émissions de Green Bond. On est porteur d'une de 2029, sans trahir de secret, sur le fonds. C'est un émetteur qui gagne de l'argent, qui se délèverage, qui a des fondamentaux financiers de qualité, qui a un vrai discours et un vrai engagement, qui a des actes sur sa partie extra-financière. Et on est ravis justement de les accompagner pour l'allègement des véhicules, notamment électriques. Donc, vous retrouverez dans la présentation un schéma détaillé qui explique vraiment sur quelles pièces il s'agit, quels projets sont éligibles et quels sont les impacts concrets des financements sur le poids et sur l'allègement en coût d'énergie de Valeo. Et faire figurer des exemples concrets dans la présentation, comme vous l'avez compris, ce n'est pas de la coquetterie, mais c'est véritablement pour vous aider à rendre concret l'investissement pour vos clients. Et je pense qu'ils sont tout à fait à même de regarder ces études de cas et de percevoir, de toucher du doigt ce à quoi l'argent qu'ils vont investir va servir. Ça me semble assez important.
bon, vous retrouverez l'équipe en charge de projets que je coordonne. Voilà, Qui est une équipe très sympa, hein, je le souligne. Je ne les connaissais pas avant d'arriver, mais très honnêtement, on est très bien accueillis, très bien reçus chez Pergame et on a beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Donc, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur l'équipe de gestion pour poser des questions, les interroger, les challenger, etc. Et vous verrez que le dialogue sera très courtois et avec un ton plutôt sympathique. Enfin, les référencements, c'est important. Où pouvez-vous finalement trouver nos solutions et cette solution? Donc, vous avez à l'écran tout un ensemble de partenaires avec qui on a déjà initié une relation, avec qui on travaille pour la partie luxembourgeoise. Je rappelle que Pergame est une société de gestion qui se développe depuis 25 ans et qui a un savoir-faire luxembourgeois qu'on partage aujourd'hui d'ailleurs avec vous, mais qu'on a développé depuis une vingtaine d'années. Et puis, les assureurs français, bien sûr, sont des partenaires avec qui on continue à avancer. Donc, on va poursuivre ce travail de référencement. Si vous avez des besoins spécifiques, bien sûr, on serait ravis de vous accompagner sur le sujet. Donc, cette liste, elle a vocation à continuer à grossir. Enfin, je pense que autant citer notre collègue du marketing et qui nous appuie beaucoup sur cette présentation. Est-ce que c'est le meilleur moment pour investir sur les obligations durables? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un bon moment. Ça me semble être une très bonne conclusion. On a quelques questions, alors on ne va peut-être pas toutes les traiter. On a une question qui nous fait prendre tout de suite un tout petit peu de hauteur par rapport au sujet développé, qui est une question plutôt de la façon dont nous percevons l'environnement, notre environnement de travail financier, à la fois pour cet été, qui est une période où tout le monde a envie plutôt d'être tranquille, mais est-ce que ce sera le cas? Est-ce que c'est notre sentiment? Et puis au-delà de l'été, pour les mois qui viennent et le T4 notamment 2025, à quoi s'attend-on chez Pergame? Alors, l'été, d'abord, il va être marqué par la période des résultats qui a commencé et qui finalement rend les actions assez volatiles. La bonne nouvelle, c'est que côté spread de crédit, c'est beaucoup plus résilient et on va dire tous les dossiers sur lesquels nous sommes investis, je pense dormir tranquille en tout cas la nuit, et quand bien même on aurait, on va dire, un stress de marché exagéré sur le marché du crédit, ce sera l'occasion justement de redéployer du capital, de réaliser des arbitrages sur des choses un peu plus dynamiques et de capter des primes de rémunération intéressantes. Aujourd'hui, le fait est, c'est qu'avec une BCE qui baisse ses taux et une Fed qui devrait baisser ses taux d'ici peu, en tout cas, le marché le perçoit comme tel, ce sera un soutien indéniable à la performance. Puis enfin, le dernier point, à partir du moment où on offre un 4,5 de rendement, ça amortit considérablement la volatilité et ça offre de la visibilité sur le rendement et donc pas de la certitude, mais du confort en tout cas sur la performance future. On a une autre question qui est plus précise sur une zone géographique qu'est le Mexique. Voilà, pourquoi investir au Mexique? Alors, une question qui c'est également posée avec. C'est une très bonne question et qui illustre notre philosophie sur la gestion. On a une obligation d'un émetteur mexicain qui s'appelle Nemak. Donc, Nemak, c'est un équipementier automobile donc, qui est basé au Mexique, qui a son activité principalement aux États-Unis. Et la particularité de Nemak, c'est que c'est un émetteur qui a assez peu travaillé en Europe. Il y a une souche en euros, donc il ne fait que de l'euro. C'est un fonds qui n'a pas de risque de devise, on n'a que de l'euro. On est sur la souche en euros et c'est une souche qui est un peu sous le radar, qui est pas travaillée par tout le monde. Et une souche qui est notée investment grade et qui offre un rendement entre 5 et 6%, c'est aujourd'hui très, très attractif. Donc, c'est typiquement, ça illustre notre philosophie de gestion qui est de dire on va aller chercher de la valeur là où elle se trouve. On va, alors, non pas défricher l'Amazonie parce que ce ne serait pas tellement ESG, mais en tout cas, on va sortir des sentiers battus, on va s'aventurer là où les autres ne vont pas,
pour aller chercher des histoires particulières avec un risque mesuré et des rendements attractifs, en tout cas supérieurs en relatif à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, c'est la dose qui fait le poison, il ne faut pas trop en avoir trop, mais c'est des choses qui viennent justement donner de la saveur, parfumer le fond, et c'est exactement ce type de papier qui permet de surperformer notre objectif de gestion, qui permet d'offrir des rendements encore aujourd'hui attractifs pour le futur, et donc qui donne le sel de notre gestion et de notre performance future. Merci beaucoup, Alexandre. Écoutez, je vous remercie tous du fond du cœur d'être restés nombreux présents jusqu'à la fin. Donc, c'est que forcément, on a dû dire des choses intéressantes, j'imagine. Moi qui n'ai jamais été historiquement un grand fan de ces thématiques durabilité, que j'ai découvertes au travers de la classe d'actifs obligataires, c'est vrai que la conclusion que je vais en tirer, c'est que finalement, on n'a plus tellement d'excuses à pas s'inscrire dans cet univers de durabilité, compte tenu de tout ce qu'on a évoqué en termes de caractéristiques. Comme vous savez, chez Pergame, on ne gère pas de l'argent pour se faire plaisir, mais on essaye toujours de réfléchir à des solutions qui sont des solutions pertinentes, avec un usage réel pour répondre à des besoins réels de clients. Et c'est, me semble-t-il, ce qu'on a fait avec ce fonds Green Bonds, qui va à la fois coupler tout ce que vous avez toujours aimé dans les fonds datés et qui va rajouter cette touche également de durabilité, qui est plus qu'une touche, puisque c'est le moteur du fonds, et qui vous permet à la fois de répondre peut-être à vos convictions personnelles et également de satisfaire les besoins de clients. Et me semble-t-il, ce sont des besoins qui sont croissants, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans cet univers d'émissions qui ne fait qu'augmenter, ce gisement qui ne fait que gagner en profondeur. Je pense que ça illustre très bien tout ça. Donc, merci à tous. Bien sûr, on sera ravis de répondre à d'autres questions si vous en aviez. Comme je le disais, l'équipe de gestion chez Pergame, elle est très accessible et ça marque une forte différence avec beaucoup de maisons de gestion. On a beaucoup de respect pour nos clients, pour nos partenaires, et vive l'indépendance. Voilà, pour terminer. Vous êtes indépendants, nous aussi, et on a envie de le rester, et aidons-nous à le rester. Merci beaucoup, merci de votre écoute, et puis à très bientôt. Vous verrez un prochain LinkedIn un peu décalé. Voilà, on a adopté ce ton décalé volontairement sur une prochaine thématique sur laquelle on s'exprimera à la rentrée, qui sont les holdings d'investissement cotés. Voilà, merci beaucoup. On vous souhaite un très bel été et puis à très bientôt. Merci. Merci. Bon, l'événement ne veut pas se terminer. On veut rester un petit peu